Bonjour, moi c'est Claire et je te souhaite la bienvenue sur mon podcast La vie en pause. Tu trouveras ici mes témoignages et mes réflexions sur des thématiques variées telles que l'hypersensibilité, l'entrepreneuriat, la neurodiversité, la douance, le syndrome d'Asperger, etc. Le développement personnel, la créativité. Autant de sujets qui moi me passionnent et j'espère t'apportera des réponses à toutes ces milliards de questions que tu peux te poser. L'instant pour faire une pause et pourquoi pas voir la vie en rose. Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente de vous retrouver ce matin. Nous sommes lundi 20 janvier et il est midi. Habituellement, je ne fais pas du tout des podcasts à ce moment-là, mais là j'en avais envie. Ça fait hyper longtemps que je vais vous faire des podcasts, vous n'avez pas idée. J'ai plein d'idées de podcasts, en tout cas individuels. Là, vous avez vu les 2 derniers, en tout cas, c'était des podcasts participatifs. Il en reste encore 2 d'ailleurs dans la série. Mais voilà, là, j'ai enfin le temps, en fait, de pouvoir vous créer plus de contenu. Parce que comme vous le savez ou pas, je ne sais pas, mais depuis le mois de juillet, j'étais en formation d'astrologie. Et j'avoue que j'ai un peu sous-estimé l'énergie, le temps que ça m'a pris. Donc ça faisait 6 mois. Et bon, je parle un peu au passé, mais ça se termine la semaine prochaine, donc fin janvier là. Donc du coup, je commence déjà à avoir un petit peu plus de temps, même si je vais continuer l'astrologie, d'approfondir mes connaissances et aussi la pratique en astrologie. Bref, mais ça c'est vraiment un truc pour moi, un truc à moi, et c'est ma passion depuis 5 ans, quasiment 5 ans. Je suis trop contente. Voilà, donc je vais revenir petit à petit, tranquillement. J'ai plus envie d'y aller en mode je suis trop pressée. Je sais que ça va être fait. J'ai noté un petit peu toutes les thématiques, toutes les choses que j'ai envie d'aborder, que ce soit sur Instagram ou un podcast. Donc voilà, j'essaie d'être plus posée. Alors pour commencer, je voulais voir plusieurs choses avec vous dans cet épisode pour vous parler donc de ce sujet de la loyauté familiale. Vous allez comprendre, je sais que c'est un sujet que vous m'avez demandé, qui vous intéresse, parce que, on sort un petit peu du cadre de la neuroatypie, de l'autisme, etc., même si je vais forcément mettre des liens avec le fait d'être une personne autiste, neuroatypique, tout ça, dans une famille, notamment si vous aussi, vous avez vécu et grandi dans une famille dysfonctionnelle. Je vais expliquer un petit peu après pourquoi, et pourquoi ça peut être une problématique, surtout dans les familles dysfonctionnelles, toxiques, etc. Mais je pense que ça vaut pour tout le monde, de parfois garder une certaine loyauté familiale, une certaine fidélité en fait à des valeurs familiales, à des attentes, et répondre à certains besoins de la notion du concept de la famille, en fait, du système familial, de la structure de la famille, qui est souvent très implicite d'ailleurs. Bref, je vais expliquer tout ça et pourquoi il est important de se choisir. Donc, évidemment, comme d'habitude, je vais parler de ma propre expérience et je vais étoffer un petit peu avec des exemples. Mais voilà, ça parle de moi, donc l'idée c'est, voilà, peut-être ça va vous parler ou pas. Finalement, peu importe, je vous apporte mon témoignage. Alors, donc, on va voir ensemble aujourd'hui qu'est-ce que c'est que la loyauté familiale. Ensuite, je vais vous parler donc de mon expérience. Je vais vous donner des exemples, etc. Et ensuite, je vais vous parler de ce dilemme entre se choisir ou répondre aux attentes de la famille. Ensuite, je vais vous parler un petit peu aussi de comment justement réussir à se choisir, poser ses limites, etc. Et ensuite, je vais terminer par ça, pour vous expliquer un petit peu où j'en suis aujourd'hui. Et qu'est-ce que je retiens de tout ça, quelles ont été mes erreurs et quelles ont été les choses que je vous conseillerais peut-être aujourd'hui. Voilà, et tout ce que j'ai appris en fait de cette expérience personnelle. Alors pour commencer, qu'est-ce que la loyauté familiale? Et j'ai demandé à ChatGPT qui me donne une définition un peu concise en une phrase. Sinon, je risque de partir dans tous les sens. Et voilà.
Comme ça, on est au clair et après, je vais pouvoir commencer vraiment le podcast. Donc, ChatGPT nous dit: «La loyauté familiale est un attachement invisible et souvent inconscient aux attentes, rôles et obligations implicites dictées par sa famille, qui peut influencer nos choix, nos comportements et notre identité, parfois au détriment de nous-mêmes.» Voilà, je trouvais que la définition était quand même plutôt pas mal. Donc, de ce fait, moi, je vais vous expliquer un petit peu mon expérience vis-à-vis de ça et pourquoi ça a été, réellement compliqué à comprendre toutes ces notions et à me défaire de cette loyauté familiale. Enfin, me défaire, pas totalement, mais vous allez comprendre. Et alors du coup, dans mon expérience, c'est quelque chose qui a été très souffrant pour moi. Puisque c'est quelque chose que j'ai conscientisé, en fait, cette notion de loyauté familiale, je l'ai vraiment conscientisée très tard. Hem, Bah, voilà, étant donné que c'était quand même quelque chose d'implicite, de totalement, c'est inconscient, en fait, on a des dynamiques, relationnelles et on se rend pas du tout compte de ça. On se pose même pas ces questions, hein, quand on vit, tout ça et quand on prend du recul, de la hauteur sur ces systèmes, familiales, qui c'est quand même très, très ancré dans nos sociétés, je trouve, cette dynamique de loyauté, mais loyauté, genre la famille passe avant tout, en fait. Comme si, la famille, hem, c'est, c'est comment dire? C'est on ne pourra jamais, se détacher de la famille. La famille, c'est plus important que tout le reste et ça, du coup, en fait, c'est hyper, problématique, selon moi. Surtout lorsque l'on est en fait dans une famille qui, bah, en fait, qu'on n'a pas choisi en soi. On n'a pas choisi d'être en vie, on n'a pas choisi de naître dans cette famille. Enfin voilà, vous avez compris. À part ceux qui ont des croyances spirituelles qui disent qu'ils choisissent leur famille d'âme, etc. Moi, j'ai un petit peu de mal à croire à ça quand même. Mais bon, on va essayer de ne pas parler de spiritualité dans ce podcast. Euh, voilà, on ne choisit pas en fait sa famille, famille de sang, je parle. Donc, en fait, de mon côté, j'ai beaucoup souffert de ces dynamiques-là parce qu'il y avait pas mal d'attentes, voilà, me concernant, par rapport à mon rôle, par rapport à ce que j'étais censée faire. Donc, là, je vais parler de manière globale dans le système familial, voilà, parce que bah, nos parents nous ont éduqués d'une certaine manière aussi, parce que ils ont répété aussi des schémas de leurs propres parents, grands-parents, etc. Enfin, il y a quand même de la transmission qui se fait et souvent de manière très inconsciente. C'est, je trouve, assez récent que l'on déconstruise tout ça, qu'on se questionne à ce sujet. En tout cas, là, je parle de ma génération et ce sera sûrement encore plus le cas dans les générations futures. Mais je veux dire, voilà, il y avait toutes ces attentes et ces obligations sociales et familiales et moi, ça m'a vraiment pesé. Donc, en vrai, ça s'est axé beaucoup, sur, bah, tout ce qui était en lien avec l'école, le travail. On a projeté des choses sur moi, de faire tel ou tel, métier, d'aller dans telle et telle filière, de projeter, que j'allais faire des études longues, des choses comme ça et tout de suite, comment dire? M'empêcher, ouais, parce que c'est vraiment comme ça que je l'ai ressenti, de réaliser ce que je voulais vraiment réaliser. À l'époque, c'était la photographie, et en plus, c'était quand même quelque chose, bah, que je savais, à partir du collège déjà. Enfin, je commençais déjà à avoir une bonne vision sur ce que je voulais faire et je voulais vraiment quitter le milieu scolaire, enfin classique, pour aller vers, quelque chose de beaucoup plus, créatif et cetera et bref, faire de la photo. Mais du coup, c'est pas du tout comme la façon dont ça s'est passé et bah, à cette époque-là, je me rendais pas compte, en fait, de toute cette pression et c'est vraiment qu'à l'âge de 25 ans que je me suis un peu, bah, même totalement affranchie de ça, déjà, de ces attentes-là, de ce qu'on attendait de moi, professionnellement, socialement, de par, des figures, parentales. Il y avait ça et puis il y avait aussi, cette dimension,
hem, d'attente, de participer en fait au rassemblement familial, au repas de famille, aux anniversaires, Noël, enfin vous voyez tous les trucs, comme ça. Mais une sorte d'obligation, totalement, implicite. Genre ça va de soi en fait, ça va de soi d'aller au repas de famille, ça va de soi de pourquoi ne pas venir en fait? Voilà. Donc il y avait ça, j'avais noté aussi quelque chose, pour vous expliquer un petit peu, d'autres règles implicites par exemple. Et là, je fais peut-être référence un petit peu aux personnes autistes, mais peut-être d'autres se reconnaîtront. Heu, j'ai eu le décès de ma grand-mère il y a quelques années et en fait, au moment où elle est décédée, quand on me l'a appris au téléphone, tout ça, bah, forcément j'étais triste. En tout cas, je l'ai ressenti comme ça et et voilà et du coup, ben, logiquement, il y a toujours la cérémonie, la sépulture et souvent quelques jours après, une semaine après et en fait, ben, enfin, c'est pas qu'on m'a proposé, c'est on m'a dit de pas venir, à cet enterrement. On m'a dit: «Non mais, t'embête pas, enfin ça sert à rien, viens pas», enfin voilà, en mode, «On va s'occuper de ça et tout, enfin voilà, t'embête pas à venir», tout ça. Genre je sais plus comment on me l'avait dit et cetera, mais il y a vraiment un truc de genre, on m'a fait comprendre que, j'étais vraiment pas du tout obligée de venir, quoi. Et puis finalement, c'était complètement, l'inverse. C'est-à-dire que la personne qui m'a verbalisé ça, en fait, elle voulait dire l'inverse. Enfin, ça, je sais pas si vous avez déjà connu ça, mais moi, je trouve que c'est un truc qui se fait très souvent. C'est-à-dire qu'on dit aux gens, l'inverse de ce qu'on pense et c'est des implicites, hein, c'est des sous-entendus, mais du coup, bah, en fait, moi, je trouve très difficile à percevoir, mais bon. Et en fait, la personne, elle, quand elle disait ça, c'était en gros, enfin, je l'ai compris par le biais d'une autre personne, sinon j'aurais jamais réussi à comprendre et à interpréter ça comme ça. Et du coup, après, on va me juger de de personnes, que je suis pas forcément cool et tout, mais en fait, c'est juste de l'incompréhension. Et voilà et du coup, on m'a fait comprendre que, bah, non, au contraire, on attendait à ce que je sois présente, en fait, c'était juste logique et que, la façon de dire: «Bah, non, mais t'embête pas, viens pas et tout», c'était une façon, je sais pas t en vrai, j'ai pas tout compris, mais, une façon de dire, «Bah, si, viens, en fait, on a besoin de toi, quoi». OK, bon. Moi, j'avoue que là, c'est quelque chose qui me dépasse un petit peu. Voilà, donc je vous donne cet petit exemple d'attente et de ce que implicite et de ce qu'on peut attendre, de ses enfants, par exemple, enfin, voilà, dans la famille, d'actes de présence, dans certains moments de vie et bah, pour moi, c'était pas forcément très, intuitif, j'ai envie de dire, mais plutôt des choses inconscientes, quoi, en fait, qui étaient là en fond, mais qui étaient pas forcément en accord avec ce que moi je vivais. Bon, je sais pas si c'est très clair. Je vais essayer d'approfondir un petit peu. Hem, de mon côté, heu, comment expliquer? Dans ma famille, en tout cas, ces dernières années, à partir du moment où j'ai commencé, moi, à faire toute une phase d'introspection, que j'ai eu mon diagnostic, enfin, bref, il y a eu des énormes chamboulements dans ma vie ces dernières années, notamment parce que j'ai simplement, appris à me connaître, mais profondément, enfin, pas juste en surface, pas juste à me définir, non, c'est vraiment en mode, quels sont mes besoins, quelles sont mes limites, quelles sont mes attentes justement, quels sont mes désirs, quels sont mes projets de vie, qu'est-ce que j'ai envie dans la vie, qu'est-ce que j'aime pas, quelles sont mes valeurs. Enfin voilà, il y avait tout un tas de questionnements intérieurs. Qu'est-ce qui m'appartient en fait et qu'est-ce qui ne m'appartient pas? Heu, pourquoi est-ce que je ressens cette émotion? C'est quoi une émotion? Enfin voilà, j'ai vraiment, été creusée dans bah, pour ceux qui me suivent depuis plusieurs années, je pense que vous m'avez suivie un peu dans les débuts de ces trucs-là, quoi. Il y a 4 ans, 4-5 ans, j'étais dans les débuts de tout ça, suite à mon burn-out et tout. Et à partir de ce moment-là, bah, forcément, que ça a énormément changé à l'intérieur de moi, en fait. Mais changé dans le sens, tout s'est bousculé parce que je me suis totalement déconditionnée.
enfin, en tout cas en majeure partie sur plein de choses qui ne m'allaient pas. Il y avait des conditionnements certainement qui pouvaient, m'aller, mais beaucoup qui ne correspondaient pas du tout à qui j'étais. Donc il a fallu me déconstruire, me déconditionner sur plein de choses et forcément qui dit se déconditionner, c'est souvent se déconditionner hem, de ses attentes familiales, et des attentes aussi de la société. Et d'ailleurs, moi, une partie de ma famille en tout cas, était très en accord avec, ces attentes sociétales et du coup, voilà. Je me suis sentie vraiment très, différente par rapport aux normes sociales, on va dire, très différente. Heu, Pourtant d'apparence, qu'on peut qualifier de normale. Heu, Même pour moi, en fait, c'est une représentation de: «Mais en fait, je suis quelqu'un de normal et en même temps, je suis tellement bizarre, en fait». Enfin, voilà, si on commence à se comparer, en fait, aux autres ou à la norme, je sais pas quoi, forcément, bah, on commence à utiliser des adjectifs comme, «Je suis différent, je suis pas normal, je suis bizarre» et tout ça, quoi. Et justement, il y a ce qualificatif de mouton noir qui est apparu dans ma vie et qui a fait sens parce que pour moi, le mouton noir, c'est souvent en lien avec la famille, qu'on utilise cette appellation. Je sais plus quelle est l'origine du mouton noir qui a oh, peu importe, mais en tout cas, je sais pas si vous avez déjà entendu ça, mais c'est la définition de c'est un peu comment on dit aussi? Le vilain petit canard un petit peu, je crois que c'est ça qu'on dit? Je sais plus. Dans la famille, voilà, c'est-à-dire, le mouton noir, c'est un peu celui qui vient finalement un peu casser, le système familial, déjà bien ancré, bien en place, parce qu'il y a des schémas, qui sont, selon ce mouton noir, hem, défaillants, dysfonctionnels, ça ne fonctionne pas en fait. C'est, pas du tout, sain, c'est pas du tout, éthique, c'est pas du tout enfin voilà. Moi, c'est comme ça en tout cas que je l'ai ressenti dans ma famille. Je voyais déjà depuis très jeune tous ces dysfonctionnements. J'arrivais pas à mettre les mots dessus comme aujourd'hui, évidemment, mais je percevais et je ressentais ce décalage et j'étais tellement tout le temps en observation, en analyse de tout depuis toute petite. J'ai toujours eu ce mécanisme en fait, je sais pas si c'est vraiment naturel, j'ai envie de dire que oui, mais en même temps ça s'est développé par obligation un petit peu parce que, bah, en fait, quand on comprend rien à ce qui se passe dans notre entourage, dans notre environnement, qu'on sent ce truc de: «Mais genre je qu'est-ce que je fous là, en fait?» Enfin moi les questions existentielles, et puis les questions aussi d'ordre identitaire, elles sont arrivées très tôt, en fait. Bon, question souvent les crises identitaires, elles commencent, je crois, à l'adolescence, quelque chose comme ça. Mais les questions existentielles, pour moi, elles étaient là déjà depuis très longtemps. Et ce truc de genre: «Mais je comprends rien, vraiment, je comprends pas du tout ce qui se passe, en fait». Comme si, pour moi, tout était faux. Enfin, dans le sens, comme s'il y avait je voyais toutes les petites erreurs, en fait et j'étais directement connectée à ces failles, à ces erreurs, à ces bugs, en fait, dans les systèmes. Et j'ai déjà fait un épisode de podcast, mais il y a longtemps, mais qui, je pense, est toujours d'actualité. Même si, voilà, mes réflexions, elles évoluent évidemment, mais donc faut le prendre dans son contexte, quoi. C'était il y a quelques années, et ça parlait de la vision systémique, de cette, on va dire, cette ces capacités, peut-être ces facilités, je sais pas, mais plutôt ces capacités qu'ont, les personnes, je vais élargir en disant neuroatypiques parce que j'ai pas vraiment, les réponses exactes à ça, hein, évidemment. Mais on constate en tout cas que les personnes, neuroatypiques ou en tout cas qui se sentent en marge comme ça, qui ont ce sentiment de décalage eh bien, ont cette vision un peu systémique. Je sais pas comment trop l'expliquer, mais en gros, c'est ce qu'on perçoit, quoi. On perçoit les systèmes, heu, que ce soit les systèmes, enfin, sociétaux, les organisations, le système au travail, c'est quelque chose, qui à chaque fois je comprenais pas. Enfin, j'avais envie de tout refaire, en fait. J'étais en mode: «Mais ça marche pas, ça marche pas, ça va pas, ça». Enfin, vous voyez le truc? Et en fait, bah, j'y viens, c'est que,
on passe pour des relous, en fait. Ouais, faut dire les termes, quoi. On passe vraiment pour des gros chieurs parce que on vient bousculer des choses qui sont préétablies. On vient bousculer des codes, puisque ce sont des codes la plupart du temps qu'on ne comprend pas. Et moi, quand j'entends que les personnes autistes, par exemple, ne comprennent pas les codes sociaux, ou au contraire, les comprennent trop et les appliquent, mais à outrance, quoi. Moi, ce que j'entends par on comprend pas les codes sociaux, c'est pas dans le sens on les enfin, alors il y a certains trucs en vrai, moi je les comprends pas dans le sens où vraiment je les ai même pas vus en fait. Genre vraiment en mode ça m'échappe totalement, c'est tellement en dehors de ma conception. Mais je pense que la plupart des codes sociaux, je les comprends pas dans leur sens. Pour moi, c'est pas du tout du bon sens en fait. Enfin, c'est des codes qui ne sont pas les bons selon moi. Voilà, selon ma perception et la façon dont je conçois les choses. Et donc voilà, donc on passe forcément pour des relous parce qu'en fait, on vient casser quelque chose d'existant et qui pour eux fonctionne en fait, pour la plupart. Ou du moins, ils se satisfont de quelque chose et ils peuvent baigner potentiellement dans une sorte d'illusion de faux confort aussi, ça c'est possible, sur ça. Ou bien c'est des choses qui leur servent parce qu'il y a souvent d'ailleurs des jeux de pouvoir, des choses qui sont en fait complètement inégaux et voilà. Bon là je vais commencer à parler un petit peu de... euh, je vais pas utiliser le mot politique, mais en tout cas il y a une vision quand même qui vient un peu déconstruire des choses qui à mon sens, ne sont pas saines en fait. Ne sont pas saines, en tout cas ne vont pas dans le sens de l'évolution pour moi humaine, euh, de manière vraiment, comment dire, épanouissante en fait. Enfin, l'humain il a certains besoins et en fait j'ai l'impression qu'on est totalement dans un truc tout est construit, tout est conditionné, tout est hyper rigide avec des règles, des codes, des machins, des trucs. Alors je dis pas que c'est pas nécessaire, hein, je dis pas que je prône l'anarchie ou le chaos, voilà, bon, chacun sa vision, mais juste, voilà, c'est en fait des fonctionnements euh, créés par l'humain, si on est d'accord, mais qui, selon moi, correspondent pas du tout à la nature humaine, quoi. Je sais pas comment expliquer. Bref, là je parle loin, je pars dans des réflexions un petit peu plus... On s'éloigne un peu du sujet. Donc, mouton noir. Le mouton noir de la famille, moi, très clairement, je me ressens comme ça. Je sais pas si je suis la seule de la famille à être comme ça. Pareil, on peut parfois un petit peu se sentir un peu valorisé aussi d'être comme ça parce qu'on est là en mode, on est un peu le sauveur quoi, de la famille parce qu'on vient tout péter et tout reconstruire pour que les choses se passent mieux. Euh, bon, voilà, je dis ça parce que je sais que ça peut être une forme un peu d'ego aussi parfois de s'enfermer dans ce rôle-là en fait. Mais là, je parle vraiment ouais, d'un qualificatif, d'une vision qu'on peut avoir de nous aussi. Voilà, de déranger, tout simplement de déranger et du coup de passer pour la personne de la famille qui vient presque se mettre à l'encontre de tout le système de la famille et du coup qui vient... en fait, oui, c'est ça, c'est vu comme une menace, comme un danger et du coup, forcément, le revers de ça, c'est quoi? C'est du rejet. Enfin, en fait, c'est juste logique. C'est juste logique. Je dis pas que c'est bien, que c'est pas bien, c'est juste logique. Moi, j'ai vécu beaucoup de rejet dans ma propre famille, surtout de la part d'une partie de ma famille, où j'ai ressenti ce truc de genre, voilà, si je fais un pas de travers, un pas à l'extérieur, un pas où j'exprime mon désaccord, tout simplement, juste ça partait en vrille totale en fait. Ça partait dans des colères, dans des impulsivités, dans de l'agressivité, dans des stratégies de manipulation, dans des jeux de pouvoir, dans de la domination, dans tout ce que vous voulez de ultra toxique. Ça partait dans
bon, il y avait de l'emprise, quoi, en fait. Donc on était, c'est soit on restait bloqué, enfermé là-dedans et on respectait, en fait, ce système-là, surtout les figures, autoritaires de ce système, ou soit, bah, à un moment donné, on s'émancipe, en fait. On reprend notre indépendance, on reprend notre souveraineté. Voilà. Moi, j'ai décidé de reprendre, mon autorité personnelle. Hem, je l'ai pas forcément, comment dire? Enfin, ça s'est fait tout seul, enfin tout seul, non, c'est pas vrai, mais ça s'est fait avec beaucoup d'efforts, beaucoup de difficultés, mais ça s'est fait tout seul dans le sens, c'était plus possible, en fait. Je ne pouvais plus de toute façon faire autrement. Ça ne me correspondait tellement pas, c'est tellement pas ce que je voulais, vivre et véhiculer, dans ma vie. C'est pas ce que je voulais transmettre aux autres non plus. C'est pas du tout ce que je voulais, intégrer à l'intérieur de moi. Donc ouais, il a fallu faire du nettoyage, oui, il a fallu tout déconstruire, oui, il a fallu, se déconditionner et oui, il a fallu s'éloigner, de certaines personnes et poser des limites. Donc voilà, moi ça a commencé comme ça, progressivement. Heu, c'est évidemment très complexe, je peux pas tout expliquer en détail, mais en gros, c'est passé par de l'affirmation de soi, en posant des limites. C'est-à-dire qu'au début, j'ai appris à, mmh, à identifier mes besoins, quelles étaient mes limites, mes valeurs et cetera, comme je vous expliquais et ensuite, bah, une fois que j'avais tout ça, bah, il y avait plus qu'à, entre guillemets, il y avait plus qu'à l'extérioriser, en fait, qu'à le manifester à l'extérieur, qu'à l'acter, en fait et c'était je sais pas si c'était enfin, toute période a été quand même compliquée. Pour moi, mieux me connaître, ça s'est pas, fait, dans le monde des bisounours, quoi. Ça a été très difficile parce que ça demande d'accepter que toute notre vie, en fait, on a eu ce sentiment de décalage et que toute notre vie, on s'est complètement perdu et complètement oublié, en fait, à travers les autres. C'est accepter de faire tomber le masque, en fait, le masque social. C'est, c'est oser, en fait, s'autoriser à être soi, à écouter ses besoins, ses émotions. Enfin, c'est hyper intime, on se sent vulnérable. Moi, ça a été la période la plus émotionnelle de ma vie, genre vraiment, mais un chaos, en fait. Vraiment, c'est tout réapprendre, par soi-même. Après, évidemment, j'ai été aidée, enfin voilà, je j'ai le fait d'avoir créé aussi La Vie en pause, les communautés que j'ai créées et cetera, bref. Mon entourage, mon psy, enfin, du contenu sur Instagram, tout ça, ça m'a aidé évidemment, à vivre cette période, mais ça a été extrêmement dur. Enfin, vraiment, je pèse pas mes mots parce que c'était juste, voilà, ça a pas été tout rose, toujours tout rose. Par contre, j'ai eu des moments incroyables de gratitude, de joie, de libération, de soulagement, enfin, en fait, c'est tout va un peu ensemble et voilà, après il y a eu la phase d'affirmation de soi, c'est-à-dire, voilà, vraiment, bon, bah, maintenant, il faut affronter un petit peu l'extérieur, quoi et toutes ces personnes qui nous ont toujours connus de telle manière, qui ont une image de nous, plutôt, entre guillemets «figée» en fait, qui s'attendent, à certaines, réactions, certains comportements de nous et qu'en fait, quand on change ça, c'est-à-dire enfin moi je parle de changement mais en fait, j'ai pas changé, je suis juste devenue moi-même en fait, enfin donc pour moi j'ai juste évolué, je me suis juste, délestée et débarrassée de ce qui allait pas pour, être, plus moi-même. Mais, mais de l'extérieur, d'un point de vue extérieur, c'est en mode, les gens pensent que je change totalement et que j'ai complètement déliré. Et c'est ce qui s'est passé, pour certaines personnes, en tout cas de ma famille, ça a été plus ou moins facile à accepter. Ça a été plus ou moins difficile pour eux. Et du coup, pour moi, parce que j'ai vécu beaucoup de rejet, encore plus en fait. C'était ma crainte. Ma crainte, c'était de m'émanciper de tout ça et de faire ma propre vie et de montrer que je suis pas celle que j'étais avant. Et ça, ouais, ça a été ma crainte, ça a été d'être rejetée à nouveau. Du coup, de revivre à nouveau l'abandon, de revivre même l'humiliation, le harcèlement, enfin
plein de choses comme ça qu'on n'a pas envie de revivre si on l'a déjà vécu dans sa vie, quoi. Donc voilà, ça a été une période très difficile, d'un côté comme de l'autre. Moi, ça a pu être maladroit, à certains moments parce qu'en fait, quand on commence à faire ça, ce travail-là, on n'a pas du tout l'habitude de poser des limites. On ne sait pas du tout comment faire. En fait, on ne nous a pas forcément appris non plus parce que, enfin, en tout cas, personnellement, moi, j'étais dans la suradaptation. J'avais aucune limite. C'était freestyle. Donc, en fait, on était en permanence en train de dépasser mes limites et euh, parfois de nuire à mon intégrité, à être dans le non-respect total, à profiter de moi. Et voilà, et à se déverser comme ça. Et en fait, ouais, tout ce jeu de suradaptation, de people pleaser, là, je crois que c'est comme ça qu'on dit, enfin, toujours vouloir plaire en fait aux autres, mais parce que c'est une stratégie, c'est un moyen de survie, justement pour pas être rejeté, parce que sinon être rejeté veut dire seul, et en fait pour le cerveau humain, être seul égale la mort, tu meurs. Donc c'est extrêmement dangereux enfin voilà, c'est hyper insécurisant. Donc c'est important d'appartenir à un groupe, c'est important d'avoir une tribu. Et c'est pour ça, je pense qu'en parallèle de ce que je vivais, j'ai créé ma propre tribu, en fait. Et c'était vous. J'ai créé ma communauté en ligne, c'était vous. Moi, ça m'a énormément aidée, en fait, à à faire face à tout ça. Ça m'a énormément aidée à avoir du courage pour pouvoir dépasser certaines choses. Sans ça, je sais pas si j'y serais parvenue, honnêtement. Hem Parce qu'en fait, par le biais de la création de ce compte, déjà j'ai libéré la parole pour moi, mais aussi pour les autres. J'ai permis à d'autres de se sentir en tout cas moins seuls, moins culpabilisés, de se sentir plus compris, et cetera. Mais je vivais exactement la même chose en retour. C'est-à-dire que en créant ça, c'était ce que je cherchais aussi, c'était de ne plus être seule, d'être comprise, d'avoir enfin des gens qui m'écoutent. Heu, c'est clairement ce qui s'est passé, je suis émue parce que c'est vraiment ce qui s'est passé, quoi. D'avoir vraiment, de créer des liens en fait avec des gens qui me jugent pas, qui sont bienveillants, qui sont comme moi, qui pensent comme moi, qui voient comme moi. Je n'avais jamais ressenti ce sentiment d'appartenance avant ça en fait, jamais. Oui, j'ai eu un groupe d'amis qui était d'ailleurs très atypique, etc. Mais je ne ressentais pas cette profondeur en fait. Je me ressentais toujours en décalage de toute façon. Mais c'est vraiment à ce moment-là que j'ai trouvé ma famille, euh, cette communauté, et voilà, que j'ai pu en tout cas cheminer et vers moi-même, vers vous, et vers finalement ma famille aussi, ma vraie famille de sang, je veux dire. Enfin, vraie famille. Ma famille de sang. Et mes amis aussi, à ce moment-là. Voilà, bref, en tout cas, il y a eu toute cette phase d'affrontement et de tri. Et donc, ça a été une des phases les plus challengeantes de ma vie, je pense. J'ai pas encore vécu toute ma vie, mais jusqu'à présent, ça a été la phase la plus confrontante. Vraiment. Confrontante pour moi, pour les autres. Ça a créé beaucoup de tensions. Et je disais que j'étais maladroite parce que, ouais, en fait, quand on ne sait pas poser des limites, parfois, au début, on est maladroit et c'est OK, en fait, ça fait partie du processus d'ailleurs, enfin, c'est normal, il n'y a pas de souci. Mais du coup, enfin, on n'a pas forcément voilà, les formes, on dit des choses qui en fait sont pas forcément utiles. Moi, j'ai compris que à cette époque, j'étais aussi dans une énorme quête de reconnaissance. Enfin, je dis à cette époque, bon, c'était là, c'était ces dernières années, dans une énorme quête de reconnaissance, de validation, en fait. De validation de l'extérieur, mais vraiment, c'était fort, quoi. Et surtout par le biais de ma famille, c'est-à-dire, en tout cas, là où les personnes où j'ai ressenti du rejet toute ma vie, j'ai forcé, en fait, le truc en mode, maintenant que je sais qui je suis, accepte-moi tel que je suis. Et c'était vraiment fort comme ça, en mode, bah voilà, moi je suis autiste, je suis comme ça, je suis comme ça. Et je disais pas vraiment comme ça, mais c'est un peu l'idée, quoi. Genre, je suis autiste et voilà. Et maintenant, accepte ça. C'est la réalité, en fait. Donc, accepte cette nouvelle réalité. Et donc, il y avait un petit peu un côté un peu bourrin,
dans le sens où, en fait, je l'ai compris après coup, que faire ça, en fait, ça pouvait être violent pour l'autre, pour l'extérieur. Mais c'est ok, hein, je vivais mes émotions, mes colères, mes besoins de reconnaissance. Enfin, j'ai dû passer par là, en fait, c'était nécessaire. Mais après coup, en fait, je me rends compte que j'étais, oui, dans une quête de absolument que l'autre me valide et que l'autre accepte qui je suis profondément, puisque, en fait, avant, j'étais pas vraiment moi-même et on m'acceptait pas, et donc il fallait que je fasse semblant, etc., etc. Bref, pour ne pas être rejetée, pour être aimée, tout ça, tout ça, tout ça. Donc là, je voulais qu'on m'aime pour qui je suis profondément. Et donc, en fait, j'ai un peu fait du forcing, quoi. Et vraiment, j'avais des attentes fortes et des attentes hautes et une exigence, en fait. Une exigence. Et je pense que cette exigence, elle parlait simplement de mon rapport à moi-même. J'avais beaucoup d'exigences envers moi-même, en mode il faut que tu t'acceptes, Claire, il faut que tu t'acceptes absolument. Voilà. Et du coup, ça a été un passage dans la colère, dans l'injustice, dans toutes ces émotions-là. Et ça a duré quelques années quand même. Voilà. Et j'ai l'impression de parler au passé. Je vous dis ça parce que je ressens plus vraiment ça. Il y a des choses qui se sont apaisées en fait, en 2024. Surtout ces derniers mois, ces 6 derniers mois. Ouais. Et du coup, il y a quelque chose qui s'est apaisé, en fait, au niveau de la famille. C'est pour ça, je pense que je suis prête à faire ce podcast aussi. Donc, je vais y venir. Voilà, je vous ai expliqué comment est-ce que je me percevais, donc mouton noir, et comment est-ce que j'ai pu être perçue, et à quel point ça pouvait être vu comme un danger. D'ailleurs, j'étais aussi perçue comme quelqu'un qui avait beaucoup de caractère, qui était rebelle, etc. Enfin, vous voyez, alors que moi, je ne me voyais pas du tout comme ça. On avait juste des désaccords, une façon de voir les choses totalement différentes. Et moi, je venais casser tout ça. Ça a coupé. Et moi, je venais casser tout ça. Donc, ensuite, je vais vous parler, en fait, du dilemme, justement, entre l'importance, la nécessité, selon moi, de se choisir à un moment donné, en fait, euh, versus la loyauté familiale. Et là, je parle dans un contexte où cette valeur de loyauté familiale est toxique pour nous, et problématique. Et à quel moment elle devient problématique? Alors, soit parce que c'est des dynamiques dysfonctionnelles, enfin toxiques en tout cas pour nous, parce qu'on est dans un système pas du tout sécure. Et dans ces cas-là, je conseillerais à tout le monde de s'échapper de ça. Pour moi, il n'y a pas d'autre solution que de partir. Ou de s'éloigner, ou de poser ses limites, prendre des dispositions, mais en tout cas, se préserver, se protéger. Premièrement, moi, ça a été mon cas pour certaines figures. J'ai dû m'éloigner de certaines personnes, enfin surtout d'une personne. Euh, j'en parlerai, je sais pas si je suis pas très à l'aise de parler pour l'instant de cette relation-là, mais j'en parlerai sûrement un jour. Donc voilà, j'ai dû faire ça. Et mais aussi parce que pour moi, se choisir, c'est aussi parce que si jamais tes besoins profonds, qui tu es, je sais pas, des valeurs, enfin, en fait, des choses qui sont hyper importantes pour toi. Si dans ta famille, il y a des choses qui sont pas du tout respectées par rapport à ça, que ce soit la dynamique de la famille ou parce que la dynamique de la famille, c'est un système, et dans le système, il y a plusieurs personnes, et donc il y a des individus, et voilà, s'il y a une, deux, trois, quatre personnes, voilà, qui rompent un peu ces limites-là, qui dépassent ces limites, euh, qui finalement ne te correspondent pas, en fait, aussi parce que c'est pas parce qu'il y a une famille de sang qu'on est forcément compatible, en fait. Moi, c'est ça que j'ai compris aussi, c'est que je me suis dit, mais en fait, c'est quoi ces obligations de devoir rester absolument dans une famille, au sein d'une famille? Alors d'autant plus si elle est toxique, mais admettons, elle n'est pas toxique et tout se passe bien en soi. Mais que dans, je sais pas, notre frère, notre sœur, on partage pas du tout la même vision, les mêmes intérêts, on n'a pas spécialement envie de passer du temps avec. Je donne cet exemple, c'est pas forcément mon cas, mais ça peut être le cas pour vous. Voilà, des cousins, des cousines, je sais pas, que des repas de famille, voir les grands-parents, les machins, mais en fait, moi j'ai du mal à...
Et je sais que tout le monde ne sera pas d'accord avec ça, et voilà, bref, chacun sa position par rapport à ça. Moi, j'ai juste du mal à me forcer aujourd'hui. En fait, je me suis tellement forcée dans ma vie, je pense que c'est ça aussi. J'ai atteint les limites, hein, c'est aussi pour ça. Il y en a qui arrivent encore un peu à se forcer parce que ils le font qu'un tout petit peu et ça leur va, ils font des petits efforts et tout, et c'est ok. Moi, je me suis trop forcée dans ma vie. Donc en fait, il y a une espèce de bascule, et du coup, aujourd'hui, bah, c'est en mode je veux plus jamais ça, en fait. Je veux plus m'obliger à faire quelque chose qui n'est pas aligné avec qui je suis et ce que je veux et ce qui est important pour moi. Maintenant, comment dire? Ça veut pas dire que je peux pas être en relation, par exemple, avec des membres de ma famille qui n'ont pas les mêmes opinions que moi, par exemple. Je sais pas, ou la même façon de vivre. En fait, j'ai compris aussi ce truc parce que j'étais tellement un peu en guerre ces dernières années, un peu en conflit intérieur et extérieur. Mais là, en fait, il y a des choses qui se sont apaisées en mode, bah, en fait, je pense qu'avoir dépassé un petit peu tout ça, m'être détaché un petit peu de tout ça, ce qui fait qu'aujourd'hui, je les considère comme des adultes. Et je pense, en vrai, là, je suis en train de réaliser, mais je pense que c'est parce que moi-même, je me considère plus adulte, plus mature émotionnellement, plus. Voilà. Et donc maintenant, je considère que ces personnes sont des personnes comme d'autres personnes, en fait. Je sais pas comment dire. Enfin, évidemment que c'est des gens avec qui on a créé des souvenirs, qu'il y a quelque chose qui est enraciné, c'est notre famille, enfin voilà. Donc il y a d'autres dynamiques, il y a des liens d'attachement qui sont différents et tout ça. La proximité n'est pas la même, on est d'accord. Mais ça reste des adultes, des personnes. Et je me suis dit, voilà, est-ce que tu as envie de continuer de relationner avec ces personnes? Donc, je sais pas, un tel, un tel, un tel. Donc ça fait du tri. Et quand tu choisis ok, non, ces relations, je veux vraiment les garder. Euh, Ces relations, je veux les approfondir. Ceux-là, j'ai envie de vraiment les entretenir. Ceux-là, je veux les garder, mais tout en ayant une petite... et un éloignement quand même, une distance émotionnelle, surtout parce que je me sens pas en accord avec ces personnes-là. Et du coup, bon, c'est des réflexions comme ça. Mais quand on commence à réfléchir à ça, et qu'on sait qu'on veut quand même nouer des liens avec cette personne, bah en fait, en fait, c'est ça. C'est autant d'accepter euh, l'autre. En fait, moi, j'exigeais que l'autre m'accepte à tout prix. Mais je me suis rendu compte qu'au final, j'acceptais pas tant l'autre non plus dans sa différence. C'est-à-dire que l'autre, je le considérais aussi différent de moi. Je le considérais aussi problématique. Je le considérais aussi comme une menace, en fait. Vous voyez le truc, un petit peu la dynamique? Donc, en fait, à partir du moment où j'ai arrêté de voir comme ça et de me dire que c'est pas parce que ces personnes ne réfléchissent pas comme moi ou je sais pas, ont pas les mêmes valeurs que moi, ou mangent pas la même chose que moi, regardent pas les mêmes trucs que moi, ont pas les mêmes intérêts que moi, parlent pas, communiquent pas comme moi. Enfin, en fait, c'est des personnes qui sont très différentes. Et là, je parle de personnes vraiment très proches dans ma famille, dans le sens de proximité, enfin de lien d'attachement. C'est des personnes qui sont très proches, mais à la fois très lointaines, de par ces différences-là. Et en fait, je commence aujourd'hui à accepter que, ben, est-ce qu'on peut réussir à s'aimer, même en étant différent, en fait? Mais évidemment, il faut qu'il y ait pour moi une acceptation de part et d'autre. C'est-à-dire que les deux soient OK d'aimer. On n'est pas obligé de le verbaliser, de le communiquer, mais je veux dire, donc ça peut rester implicite. Mais voilà, de s'aimer, pour moi, c'est ça. Tout en sachant qu'on est différent. Tout en sachant que, OK, c'est pas grave, on n'est pas si compatibles, on sera pas très proches. On... En fait, moi, c'est ce que j'ai verbalisé. Bon, en fait, si je vais vous en parler, parce qu'on va arrêter de faire le mystère. C'est ce que j'avais vécu avec mon père. On a eu une discussion il y a quelques mois. Donc il y a eu tout un passif, toute une histoire que je ne raconterai pas ici. Je parlais plus de la finalité. C'est qu'on a eu une discussion il y a quelques mois au téléphone. Et en fait, on s'est comme mis d'accord. Bah en fait, moi j'avais des attentes d'un père, du rôle d'un père, dans ma conception, dans ma vision d'un père. C'est pas du tout ce que j'ai eu en fait. Et j'ai même eu l'opposé l'opposé. Enfin, je sais pas si ça y a un opposé, mais j'ai vraiment pas du tout eu ce que j'attendais d'un père. Et en fait, bah, de son côté, c'est pareil.
il avait comme des attentes aussi, d'une fille, en fait, qui soit comme lui, mais en fait, c'est humain, c'est totalement humain, en fait. Je me rends compte à quel point c'est profondément humain et profondément beau, finalement, parce qu'on a tous des attentes et on a tous envie que ça se passe bien et on a tous envie que ça corresponde à nos attentes, et cetera. Enfin, il y a un peu des trucs comme ça. Mais quand on est conscient de ça, on peut prendre un peu de recul et voilà, dans cette dynamique, moi, avec mon père, on a juste fait le constat, aujourd'hui. OK, moi, j'ai 33 ans, mon père, il va avoir 60 ans. OK, en fait, tu as pas été le père ou j'ai pas été la fille, on n'a pas eu la relation qu'on voulait et c'est pas grave, en fait. Donc en fait, tous les 2, on a fait un processus de deuil ces dernières années. Moi, je savais pas que mon père avait fait ce deuil-là aussi, hein. Il me l'a pas dit comme ça, mais moi, j'avais fait ce travail de deuil de me dire: «De toute façon, mon père ne changera pas, en fait, je vais pas le changer, en fait. Il est comme il est, en fait». Et ça a mis, j'ai mis plus de 15 ans, hein, à faire ce deuil. Ça a été extrêmement compliqué pour moi. Même plus, enfin, ouais. Mais c'est surtout ces dernières années que j'ai fait ce travail et surtout depuis 1 an, que vraiment il y a eu un gros lâcher prise. Encore plus depuis quelques mois. Enfin bref, les choses elles avancent évidemment comme ça, mais ouais, il y a quelques mois, vraiment il y avait un truc à l'intérieur de moi qui s'est passé en mode gros apaisement, quoi. Genre, mais en fait j'ai plus d'attente, quoi. J'ai plus aucune attente envers lui. Et voilà, et je sais que c'est beaucoup les attentes qui nous font du mal et je dis pas que les attentes sont mauvaises ou qu'elles sont à jeter parce que je pense elles ont leur place en fait. Euh, mais en tout cas, moi j'ai compris que voilà, j'ai plus d'attentes envers lui. C'est-à-dire j'arrête de projeter sur lui ce sentiment absolument qui remplit ce rôle de père et de tout ce que ça implique pour moi, la reconnaissance, la validation, l'acceptation totale de qui je suis. Être un pilier, quelqu'un qui me transmet des belles valeurs, enfin, voilà, être un référent, un modèle, euh, être aussi dans l'amour, dans la bienveillance, c'est ça aussi, c'est la vision de l'amour, comment est-ce que moi j'aime, comment est-ce que lui il aime, complètement opposé, on ne voyait pas du tout les choses de la même manière. J'ai décidé de sortir moi de cette emprise avec lui parce que je vivais beaucoup euh, d'emprise émotionnelle et psychologique. Euh, Enfin, voilà, il y avait vraiment des dynamiques de manipulation, des schémas victime, bourreau, sauveur, enfin, vous voyez le truc. Et j'ai ressenti beaucoup de culpabilité, beaucoup, beaucoup, beaucoup de culpabilité, beaucoup de colère, beaucoup d'injustice. Et en fait, il y a 1 an, à peu près un peu plus d'1 an, je suis sortie vraiment de ce schéma-là. À partir du moment où j'en suis sortie, en fait, les choses déjà, elles ont commencé à bouger de fou. J'ai arrêté de lui courir après. J'ai arrêté de lui courir après. Disons de courir après sa reconnaissance. J'ai arrêté de chercher à ce qu'il m'accepte à tout prix. Et finalement, j'ai arrêté de forcer la relation et de forcer à ce qu'il s'intègre à ma vie et à forcer le lien, en fait. Euh, et j'ai fait le deuil, voilà. Le deuil de me dire, il changera pas, en fait. Ou du moins, peut-être il changera, peut-être il le fera un jour, peut-être, mais c'est hypothétique et j'en sais rien et je contrôle pas. Et c'est peut-être pas son souhait et c'est ok en fait. Et donc ouais, il y a vraiment eu ce travail-là qui, encore une fois, je vous dis, était très 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 long et très difficile parce que je suis passée par plein de phases. Voilà, c'est vraiment pas simple quand je vous dis ça, c'est qu'il y a eu tout un travail derrière. Mais, euh, mais voilà, je sais que de son côté, c'était pareil. Et pendant cet appel, c'était très apaisé par rapport à ça. C'était en mode, mais ouais, en fait, moi j'ai réussi à lui verbaliser, mais en fait, je sens que j'ai pas envie d'être si proche de toi euh, finalement. Et voilà. Et en gros, on a convenu une espèce de relation. Moi, j'avais pas envie de couper non plus les points avec lui. Je sentais pas que c'était ok non plus. Mais je sentais que, ouais, il y avait juste besoin d'une relation plus surface, en fait, plus, comment dire, euh, voilà, ouais, plus libre en fait. Parce que là, clairement, moi, je sens que je suis sortie de l'emprise et je pense que du coup, lui aussi. Et je pense qu'il est, il me l'a dit,
Il m'a parlé de soulagement, d'enlever un poids. Enfin, il y a quelque chose qui s'est délié. Je pense qu'il y a toujours l'attachement, mais le côté attachement classique, sain, qui est pas du tout destructeur. Et il y a le côté, justement, d'emprise qui s'est rompu. Bref, je vais m'arrêter là sur cette partie-là, mais en tout cas, moi, ça m'a... voilà, ça a été fou parce que depuis que j'ai fait ce deuil-là, en fait, la relation a totalement changé. Elle a complètement changé d'énergie, en fait. Mais vraiment, enfin, c'est-à-dire que moi, du coup, je suis... Comment dire? J'étais dans une énergie beaucoup plus d'apaisement, sortie de l'emprise. J'avais l'impression de récupérer ma souveraineté, ma liberté. J'avais l'impression de... Enfin, j'ai l'impression, en fait, de vraiment m'être affranchie de ça. De cette recherche-là aussi. Parce que c'est plus que c'est plus que de m'affranchir de mon père, c'est de m'affranchir de l'autorité, de cette emprise-là, de ce pouvoir-là. C'est hyper vaste, en fait. Mais voilà, bref. Et d'avoir fait ce deuil-là, ouais, c'est en mode, ben en fait, à quoi bon ouais, je sais pas, il y a quelque chose qui s'est passé par rapport à ça. Et ce qui fait que, en fait, lui, il est aussi dans une énergie aujourd'hui, il est plus du tout dans du rejet, en fait. Et moi non plus. Donc en fait, on est tous les deux dans une sorte de... Ok, ça se voit que il y a de l'acceptation. Enfin, dans l'énergie, il y a plus de... Je sens plus le truc de résistance, de conflit, ouais, de rejet, de menace, de trucs. Non, c'est... Il y a juste deux personnes et c'est calme, en fait. Et on peut se parler entre adultes et on n'est plus là en train de se juger. Donc je sais que mon père, du coup, je l'attendais plus du tout, mais plus du tout, vraiment. Et au moment où j'ai lâché prise et que j'ai fait ce deuil et que j'attendais plus, quelques semaines, voire quelques jours, enfin, mon père m'a appelé, il m'a fait cet appel et il a fait cet appel de 1 heure où il s'est excusé de tout ce qu'il a fait, où il a reconnu tout ce qu'il a fait, où, où il m'a demandé pardon. Enfin, des choses que j'attendais en fait depuis très longtemps finalement. Au moment où je l'attendais plus, c'est apparu. Alors, moi je vois un petit côté magique. Je sais que c'est un truc franchement, que j'ai constaté beaucoup dans ma vie, quoi. À partir du moment où on lâche prise, qu'on se détache vraiment du truc, vraiment, en fait, les choses, elles se règlent toutes seules, en fait. C'est assez fou. Voilà, après, je veux pas mettre de croyances là-dedans, mais vous avez compris. Enfin, à vous de vérifier, de tester par vous-même. Mais ouais, c'est assez fou. Donc voilà ce que je voulais vous dire par rapport à ça. Et du coup, depuis, c'est très apaisé. Et mon père, il m'oblige plus du tout à faire partie de... aller dans des rassemblements. Il me pose plus des questions qu'il me posait avant, en mode quand est-ce que tu as un copain, quand est-ce que tu te maries, quand est-ce que tu as des enfants. En fait, il me laisse tranquille. Il me laisse totalement vivre. Il accepte si je suis là ou si je suis pas là. Il me propose. Il est plus dans l'obligation, la pression. Il est dans l'acceptation, l'ouverture. Il verbalise même qu'il est content de me voir. Voilà. Cohérence entre ce qu'il dit, ce qu'il fait, etc. Donc bref. Mais ça, encore une fois, ça aurait pu ne pas du tout arriver et ça aurait été OK aussi. Euh, voilà. Et du coup, là, moi, j'avoue, dans mon histoire, j'ai eu la chance, si on peut dire la chance, mais ouais, je sais pas, la chance en tout cas d'un père qui s'est réveillé après, au moment où il a sûrement senti, dans l'énergie ou pas, hein, je sais pas, que je m'éloignais, enfin que c'est bon, j'étais déjà partie en fait. Enfin, et donc il a mis son ego de côté et il s'est enfin excusé après plus de 15 ans. Voilà, bon, bref. Peut-être ça vous parlera, peut-être pas, je sais pas. Je vais continuer parce que sinon le podcast va être beaucoup, 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 beaucoup trop long. Mais je sais que vous aimez bien ça quand même. Pire, vous l'écouterez en plusieurs fois. Donc voilà, du coup... Alors attendez, je vais mettre pause pour relire mes notes. Ouais, du coup, juste pour conclure cette partie-là, voilà, avant de penser à la loyauté familiale, essayez de vous consulter en fait, vous-même, c'est-à-dire d'être d'abord loyal envers vous-même et fidèle à vous-même, avant justement de penser à cette loyauté-là. Moi, je sais qu'aujourd'hui, je sais plus c'est quoi ma phrase et exact, mais c'est vraiment le truc de... c'est un peu le titre du podcast, c'est vraiment se choisir avant de choisir la loyauté familiale. C'est que... Ah oui, en tout cas, moi, ça a été ça, c'est ma santé. Ma santé. Ma santé, ou en vrai, ça pourrait être moi. Enfin, ma santé
passe avant la loyauté familiale. Et la santé, c'est santé mentale, santé physique. Enfin, j'ai fait beaucoup de sacrifices. J'en faisais encore un petit peu ces derniers temps. Euh, il y a, il y a 4 ans, j'allais encore à Noël alors que j'étais dans d'une fatigue, j'étais malade et tout. Enfin, donc du coup, j'ai arrêté d'aller à Noël parce que ça me coûtait trop pour plein d'aspects que vous connaissez en tant que personne hypersensible, tout ça. Et j'ai réussi à aller à Noël cette année. Après plus de 3 ans de stop, j'ai réussi à y aller et à retourner dans ma famille, mais à ma façon. Ça veut pas dire que j'ai imposé quoi que ce soit à faire. Eux, ils ont fait leur truc, mais on s'est adapté. Et du coup, bah, ils se sont à la fois adaptés à moi et moi, je me suis adaptée à eux. J'ai été voir mon père, que j'avais pas vu depuis plus d'1 an. J'ai été chez lui et, euh, et j'y suis allée que 2-3 heures parce que je savais que c'était ce qui allait. C'était ma limite. Ça faisait plus d'1 an que je l'avais pas vu, je me voyais pas passer toute une soirée avec lui ou avec voilà, ma belle-mère, mon demi-frère, mon grand-père, tout ça. Enfin, je, je voulais juste rester en fait 2-3 heures, mais par contre ça me faisait plaisir d'être là 2-3 heures. Mais dans l'optique que ma santé à ce moment-là, ça aille bien, que physiquement je me sente bien, que mentalement j'étais ok, que émotionnellement ça allait le faire. Je me suis vraiment consultée en fait, jusqu'au dernier moment pour me dire est-ce que j'y vais ou est-ce que j'y vais pas. Et j'ai senti que je devais y aller. Enfin, j'ai senti que j'avais besoin d'y aller, j'avais envie d'y aller. Donc déjà, l'énergie n'était pas du tout la même parce que j'étais beaucoup plus dans l'ouverture. Et lui aussi, en plus c'était un moment joyeux. Donc ça s'est bien passé. Et voilà, après j'ai fait d'autres trucs à Noël et qui vraiment m'ont convenu parce qu'on était en tout petit comité, quoi. J'ai passé le réveillon par exemple juste avec ma mère. Bref. Donc voilà, donc vraiment, en fait, s'écouter soi, se choisir, être loyal envers soi-même. Il y a 2 choses, c'est que à la fois c'est un acte c'est un acte de courage, mais d'amour aussi en fait envers vous-même. Et c'est aussi, donc ça c'est un peu le bonus, c'est la conséquence de ça, c'est que vous donnez l'exemple en fait. Parce que en fait, ce sont des choses qui sont pas qui sont pas aujourd'hui en tout cas à la mode, hein. Enfin encore aujourd'hui que ça devient de plus en plus, mais c'est pas encore très bien intégré dans les familles et tout ça, clairement, très clairement. Et en faisant ça, en fait, on montre l'exemple aussi aux autres. Mais dans le sens où bah, eux-mêmes peuvent s'autoriser aussi à s'écouter, à poser des limites, à répondre à leurs besoins. Et en fait, c'est, à mon sens, je le vois comme ça, ce sont des cadeaux en fait. On fait des cadeaux en faisant ça, vraiment, parce que on s'aime en faisant ça. Et du coup, on offre de l'amour aux autres. Voilà, et ça c'est mon petit côté lion, pour ceux qui font de l'astrologie. On est très dans la dynamique du lion là. Donc, je suis lion, ascendant lion, pour ceux qui aiment bien l'astrologie. Donc ouais, tout ce qui est courage, amour de soi, amour propre, côté modèle, exemple, l'affirmation de soi, enfin voilà, tout c'est dynamique. Et le regard des autres, la reconnaissance, la recherche de la validation, vous avez compris, c'est très dynamique. Lion. Donc on a tous du lion en nous, hein, mais pour ceux qui en plus ont des placements forts dans le lion, bon, ça va encore plus vous parler. Bref. Ensuite, je voulais juste vous parler de ça sur oui, bah justement, en fait, juste un petit plus sur ça, c'est que comment poser ses limites. Je vais pas expliquer ça dans le podcast parce que sinon il va être encore beaucoup trop long. Mais dans l'idée, d'abord identifier vos besoins. C'est le premier truc. Et justement, identifier vos limites aussi. Et une fois que vous avez identifié tout ça, bah, je vous ai dit, c'est ensuite on le confronte à l'extérieur, mais on y va tranquille. Et poser des limites, moi, avec l'apprentissage, j'ai compris que euh, c'est pas l'idée d'être rigide, d'être dur, d'être en colère ou je sais pas quoi. C'est vraiment la force douce, quoi. C'est le rose. C'est du rouge avec du blanc dedans. Donc il y a une force. Il y a clairement une force qui est là. Mais c'est-à-dire qu'il y a vraiment un ancrage, en fait. Il y a un ancrage, il y a un positionnement. Non, c'est non, en fait. Non, c'est non. Mais on peut mettre la rondeur, la petite forme, le truc. Après, chacun fait comme il veut. Mais à mon sens, ça passe vraiment beaucoup mieux pour l'autre. Et c'est plus le respectueux aussi de l'autre, je trouve. Ben, d'être ferme, mais doux, en fait. Voilà, quand on pose ses limites.
Il y a plein de formulations, il y a plein de façons de faire. Ça, si vous avez envie d'en savoir plus, mettez-moi un petit commentaire. Ou venez me contacter sur Instagram, envoyez-moi un mail, je sais pas, mais si vous avez des questions autour de tout ça, j'essaierai de vous répondre ou j'essaierai de vous refaire un podcast ou je sais pas quoi. Enfin bref, voilà, n'hésitez pas quoi. Donc je sais que tout ça c'est difficile parce qu'on se soucie énormément du regard des autres. Et en fait, c'est aussi d'accepter que, comment dire, d'accepter que l'autre nous voit changer. Et donc l'image de nous se modifie aussi en fait à l'extérieur et à l'intérieur. Bref, voyez. Mais bon, moi je suis encore beaucoup dans cet apprentissage. Poser mes limites aujourd'hui, c'est plus simple qu'avant, c'est sûr. Mais c'est pas toujours évident et c'est pas toujours automatique et j'ai encore beaucoup à apprendre là-dessus. Voilà, j'écoute pas toujours encore mes besoins, je respecte pas toujours mes besoins. Enfin, c'est toujours un apprentissage selon moi et voilà, au fur et à mesure, ça va s'intégrer encore plus quoi. Faut pas lâcher ça. Voilà. Donc, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, et je disais juste que voilà, moi, il m'a fallu quand même plusieurs années avant que tout ça se stabilise et que j'arrive à ce stade-là aujourd'hui, et je peux vous en parler, d'apaisement. Vraiment, ça a pris du temps et il y a eu des allers-retours. Il y a eu des moments où je suis revenue vers la non-écoute de mes besoins. Il y a des moments où j'ai redépassé mes limites. Enfin, voilà, c'est aller-retour, aller-retour, aller-retour. Et puis, à un moment, ça s'intègre, en fait. Donc voilà. Et la culpabilité a duré quand même assez longtemps. Ça s'accompagne, en fait, de cet affranchissement de loyauté. Ça se fait pas comme ça du jour au lendemain. Ça s'accompagne toujours de ce truc de culpabiliser, en fait. Mais parce que on nous a culpabilisés vis-à-vis de ça. Voilà, c'est... Voilà, en gros. Bon, allez, je clôture pour vous dire un petit peu les... Ouais, je fais une histoire de clôture. En gros, les erreurs que j'ai notées, c'était surtout de vouloir à tout prix qu'on me valide et du coup de forcer les relations. Ça, c'était pour moi une erreur, entre guillemets, enfin quelque chose que, voilà, peut-être ça pourrait vous servir à vous. Ça a été aussi de courir après la reconnaissance, l'approbation de l'autre, etc. Ça, au final, ça m'a drainé en fait beaucoup de souffrance, d'énergie. Honnêtement, c'était inutile, très clairement. Mais utile dans mon apprentissage, utile dans ma construction, utile. Enfin voilà, donc il n'y a rien à jeter. C'est pas quand je dis erreur, voilà, vous avez compris. Ensuite, ça a été aussi, oui, le fait de bousculer le système familial, l'ordre établi, les règles, etc. Il faut quand même être conscient que tout ça, si vous le faites, ça crée de l'insécurité, que ce soit pour vous ou chez les autres en fait. Donc ça crée forcément une période d'instabilité et une période qui peut être très difficile à vivre. Ça crée un chaos, hein, donc il faut être, je pense, enfin, moi je vous dis ça en tant que personne qui est passée par là, et genre en mode, ouais, c'est plus pour vous dire, voilà, euh, attention à ça. Euh, c'est pour ça que je vous invite plutôt à y aller vraiment doucement, quoi. À votre rythme, ça sert à rien de se précipiter ou d'y aller un petit peu à foncer et y aller avec colère, etc. À mon sens, voilà, faut prendre le temps parce que ça bouscule, en fait. Des deux côtés, ça bouscule, ça crée des conflits, c'est difficile. Et ça, pour moi, ça fait partie de la réalité du truc, ça fait partie du processus et c'est OK, mais faut en être conscient et accepter que si on fait ça, il y a toutes ces conséquences-là. Après, on connaît pas tout, on contrôle pas tout, on connaît pas toutes les conséquences, mais voilà. Maintenant, faut pas non plus que ça, cette phase inconfortable, vous empêche de vous libérer, en fait. Vous voyez, de cette loyauté familiale qui, pour vous, n'a pas de sens ou est trop toxique ou vous empêche de vivre votre vie comme vous aimeriez la vivre. Pour moi, il faut que vous avez des besoins, il faut que vous respectiez ces besoins. Et donc, voilà, c'est juste être conscient de ça, que ça peut être inconfortable. Donc, peut-être dans cette période, n'hésitez pas à être bien entouré, quoi. J'avais noté aussi que... non, je crois que c'est tout. Oui, il y avait un petit truc, mais ouais, bon, c'est le dernier truc du coup. Euh,
qu'en fait, parfois aussi, j'ai remarqué que j'avais des difficultés, mais ça, je pense, c'est vraiment lié à l'autisme. C'est à mon fonctionnement, ma façon de communiquer. J'ai besoin d'une communication explicite. La plupart des relations sociales sont implicites. Enfin, dans la communication, il y a énormément de règles, de trucs implicites. Et ça, c'est très dur, en fait, pour des personnes autistes. Voilà. Et moi, c'est quelque chose que je ouais, en fait, moi, j'ai justement envie d'assumer, d'accepter ce fonctionnement chez moi et d'arrêter de me suradapter à ce truc-là, parce que de toute façon, je les perçois pas. Genre, j'ai du mal avec les implicites, avec les sous-entendus, les codes, les machins, les trucs. Donc, en fait, autant que je continue d'être comme je suis, et c'est pareil, ça apporte une richesse, en fait. L'autre, il est peut-être plus dans l'implicite, il a peut-être plus de mal à expliciter les choses, mais ça peut aussi lui faire du bien, quoi. Enfin, ça, ça permet de la clarté. Et c'est vrai que tous les gens, je me rends compte, qui préfèrent, enfin, tous les gens, il y a beaucoup de gens qui préfèrent rester dans le flou, dans quelque chose de vague. Enfin, eux, en fait, ça leur convient, quoi. J'ai vraiment l'impression que c'est en mode, bah, juste c'est normal, mais parce qu'ils naviguent dans ce truc de comment dire, de flou, d'implicite, enfin, de sous-entendu. C'est leur domaine, quoi. Ils baignent là-dedans. C'est très subtil, hein. Moi, j'arrive pas à ça parce que j'ai pas ma clarté. Eux, ils ont sûrement leur clarté. Dites-moi, hein, si vous n'êtes pas forcément autiste ou quoi, dans un fonctionnement neurotypique, comment est-ce que vous voyez les choses? Parce que moi, j'ai beaucoup de mal avec ça, mais du coup, je me suis rendu compte que bah, ça peut parfois aller à l'excès, c'est-à-dire que j'ai tellement besoin d'explicite, j'ai tellement besoin de clarté, j'ai tellement besoin que les choses elles soient cadrées, enfin claires, que bah, parfois je balance un petit peu parfois aussi ma rigidité à l'autre. Et du coup, je dis tout, quoi. Genre mes vérités, mes quatre vérités, ma transparence, pourquoi est-ce que j'ai fait ce choix-là, pourquoi est-ce que je ressens ça. Et en fait, à tout prix, tout dire, tout dire, tout dire, tout clarifier. euh, pour en fait montrer à l'autre aussi que on est transparent. Et enfin voilà, il y a pas que ça, mais enfin, voilà. Et en fait, j'ai compris avec le temps que c'était pas forcément quelque chose qui se faisait dans la norme, etc. Voilà. Mais dans le sens où c'était pas. Enfin, moi, à partir du moment où il y a une forme d'irrespect, enfin, que ça peut blesser l'autre, violenter l'autre, être dans le respect de l'autre, alors oui, c'est des choses que je suis capable de m'adapter, ça me paraît normal en fait. Si par contre ça a aucun sens, etc., bon voilà. Mais là, pour moi, en fait, ça arrivait, ça dépassait une limite de l'irrespect de l'autre. Et en fait, il y en a beaucoup, bah, du coup, qui m'ont expliqué comment faire dans ces moments-là. Fait Claire, c'est pas comme ça qu'on fait. Donc, pourquoi tu dis tout ça, en fait? Pourquoi tu parles de tout ça? Pourquoi est-ce que tu forces les choses? Pourquoi est-ce que tu dis toutes tes vérités? C'est hyper blessant. Enfin, donc, en fait, on m'a aussi mis des limites par rapport à ça et c'est à moi d'en tenir compte ou pas aussi, enfin, d'être aussi cette femme respectueuse de l'autre. Et en fait, bah, on m'a dit: «Bah non, laisse les choses se faire. Ça se dénoue tout seul, ça se fait naturellement et il y a pas besoin de tout dire, en fait». Et alors, pour mon cerveau autiste, c'est très dur à entendre et à accepter, mais bah, en fait, quand quelqu'un me le demande ou quand je vois que ça blesse les autres, bah, en fait, c'est juste respecter l'autre et respecter sa limite, en fait. Et donc, effectivement, c'est un mécanisme voilà, que j'ai vu qui était assez commun. Et aujourd'hui, bah, je fais plus attention parce qu'effectivement, ça crée des conflits. Enfin, j'avais tendance à avoir le discours avant de toute vérité est bonne à prendre. Il y a que la vérité qui blesse, mais euh, pour moi, en fait, la vérité, c'était super important, en fait. Ben, aujourd'hui, j'ai un autre discours là-dessus, j'ai un autre point de vue. Je suis toujours dans ce truc de vérité. Pour moi, c'est super important, l'authenticité, la profondeur, enfin tout ça. Ça enlève pas ce truc-là. Par contre, il y a des limites, en fait. Et parfois, tout balancer à l'autre, c'est pas être dans la vérité. C'est juste être dans se déverser sur l'autre. C'est juste vouloir à tout prix montrer des choses selon notre vision, notre vérité, notre truc. Non, en fait. Enfin, voilà. Donc, en fait, et puis, il y a des choses à dire, mais à mon sens, il y a un besoin aussi, et ça, nous, on doit l'apprendre, selon moi.
On n'est pas tout rose aussi dans notre façon de faire. On manque parfois de tact et on manque donc de... voilà, après, il y a des gens, ils acceptent ça, il n'y a pas de souci. Il y a des gens, ils s'en foutent qu'on soit très franche et tout. Limite, ils aiment ça et tout. Donc, en fait, avec ces gens, il n'y a pas de souci. Mais là, je parle vraiment de personnes qui ont besoin de forme, qui ont besoin de tact, en fait. Et c'est de respecter ça, tout simplement. Et du coup, ben, ouais. Parce que quand on dépasse la limite de quelqu'un, bah, ça fait réagir. Et cette réaction, elle crée du conflit et de l'insécurité et de l'instabilité, et etc., etc. Donc, voilà. Maintenant, j'essaye, en tout cas, si vraiment j'ai des choses à dire très importantes, que j'ai besoin de clarifier des choses, ça veut pas dire que je me tais et que je fais plus rien. J'exprime mon besoin, j'explique que voilà, moi j'ai envie de plus de clarté, j'ai besoin de cadrer ça, j'ai besoin que tu m'expliques ça, j'ai besoin de te dire une vérité que je perçois. Voilà, est-ce que c'est possible? Est-ce que tu es OK avec ça? Et c'est tout, de demander en tout cas l'accord, le consentement de l'autre avant de tout déverser. Voilà, moi je vais m'arrêter là et je vais terminer par la phrase euh, par rapport à la famille, pour revenir à ça, dites-vous que c'est pas parce qu'on a une famille de sang qu'on peut pas créer sa propre famille. On peut choisir en fait sa nouvelle famille et ça peut passer par des liens d'amitié, ça peut être sa famille, c'est-à-dire son conjoint, ses enfants, ça peut être même une nouvelle famille, c'est-à-dire vraiment consolider des nouveaux liens euh, qu'on entend avec la famille, c'est-à-dire par exemple les frères, les sœurs, le père, la fille, machin. Enfin, il existe aujourd'hui de plus en plus de choses. Moi, je vois que mon père, par exemple, il est grand-père de cœur aujourd'hui. Il avait ce manque d'avoir des petits-enfants et je pense qu'il voulait se rattraper aussi par rapport à l'éducation qu'il a eue avec moi, en l'occurrence, mais aussi avec mon petit frère, etc. Et voilà, et avec ma belle-mère, ils sont allés dans une association et en fait, ils ont répondu à ce besoin, en fait. Et donc, ils ont été demandés, voilà, pour être grands-parents de cœur, avec des petits-enfants, du coup, qui n'avaient pas de grands-parents. Et je trouve ça trop beau. Et moi, je suis dans une phase de réflexion en ce moment par rapport à ça. Mais ça peut être aussi, vous voyez, quand vous rencontrez quelqu'un et vous dites oh, mais cette personne, c'est, c'est ma sœur d'âme, quoi. Genre vraiment, il y a des liens d'amitié comme ça qu'on se dit, mais en fait, c'est comme ma sœur. Bah voilà, enfin, moi, je sais que Mathias, par exemple, dont je vous parle régulièrement en podcast, c'est devenu ma famille. Ça a été, alors on a été ensemble, mais c'est principalement aujourd'hui, ça a quand même principalement été un lien d'amitié fort, de complicité. Et aujourd'hui, pour moi, c'est un pilier et c'est ma famille. Et je sais qu'il me considère comme sa famille aussi. Donc c'est trop beau en fait. Et c'est ces relations-là, moi, que je vous invite à construire. Moi, je vous ai parlé de la tribu aussi. Et pour moi, là, pour le coup, on est sur une grande famille, mais il y a ce lien-là aussi. Et donc voilà, ne soyez pas... comment dire euh, voilà, c'est pas parce qu'il y a des difficultés dans votre famille de sang ou dans ce que vous avez pu construire comme chose jusqu'à présent que c'est plus possible de construire une nouvelle famille et des personnes vraiment qui résonnent avec vous, avec lesquelles vous avez envie en fait que ces personnes soient dans votre vie, vous avez envie de relationner avec elles, vous avez envie de... Enfin voilà, il y a vraiment une relation de cœur, voire d'âme, je sais pas pour certains. Voilà, donc vous en faites pas, tout va bien. Et pour ceux et celles qui vivent avec des personnes toxiques, qui ont en tout cas des comportements toxiques, et je vous invite vraiment à être accompagnés si vous n'arrivez pas à vous sortir de là, parce que c'est extrêmement important pour votre construction, pour votre développement, pour votre vie, pour votre épanouissement, enfin, pour votre liberté aussi d'être. Parce que voilà, quand on est sous emprise et tout ça, peu importe que ce soit le loté familial ou d'autres types d'attachement, faites attention à vous. Et moi, je vous laisse sur ces paroles et je vous dis à très bientôt. Et je vous fais des gros gros bisous. J'étais trop contente de revenir. Ciao, ciao! Voilà, c'est la fin de cet épisode. J'espère que ça t'a plu. Si c'est le cas, je te laisse mettre des petites étoiles, donner ton avis en commentaire, partager autour de toi, histoire que ce podcast soit reconnu. Merci beaucoup pour ton soutien. À bientôt!